Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. On va d'abord lever le voile sur un sujet aussi tabou que méconnu, les violences sexuelles entre mineurs. C'est un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur. Dans l'actualité récente avec une affaire dont on parlera, on y reviendra dans ce journal. Sprechen Sie Deutsch. Si comme moi vous avez appris l'allemand mais que vous avez tout oublié, restez avec nous puisqu'en deuxième partie d'émission, on va essayer de se remémorer nos souvenirs de la langue de Goethe. Et puis dans sa chronique, Charlie Adelaide vous parlera d'une tendance sur les réseaux. À 5 jours, ça y est, de l'élection aux États-Unis. Le suspense est d'ailleurs à son comble. Charlie, on la retrouve tout de suite pour un point sur l'actualité du jour. Bonsoir Charlie. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la chasse aux économies qui se poursuit au gouvernement. Il veut désormais mettre les collectivités locales à contribution pour diminuer la dette colossale. Une baisse des dotations est envisagée. Elle pourrait avoir un impact sur les établissements scolaires. C'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus des écoles primaires, des collèges et des lycées respectivement gérés par les communes, les départements et les régions. Le gouvernement souhaite baisser les dotations de fonctionnement versées par l'État aux différentes collectivités en France. Collectivités qui gèrent les établissements scolaires donc et dont les finances sont de plus en plus contraintes. 5 milliards d'euros sont demandés dans le cadre du projet de loi Finances 2025 et cela vient chambouler notamment des projets de rénovation prévus pour améliorer la transition écologique. Des projets que l'État avait poussés auprès des collectivités il y a un an. Pour Emmanuel Salaberry, maire de Talence et coprésident de la commission Finances de l'Association des maires de France, c'est une perte de temps majeure dans la préparation à l'adaptation au changement climatique. Il était au micro de Wafia Kenich ce matin sur France Culture. Aujourd'hui, on nous dit à la fois que les conditions de réussite scolaire passent par des salles plus grandes, des salles qui supportent mieux la chaleur, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Et donc, on va nous dire qu'on a moins d'argent pour faire ces travaux-là. Donc, ces travaux-là, on va en faire moins ou on va les reporter. Et on va perdre comme ça 5-10 ans au total. Alors, quels seront les projets ralentis, voire empêchés par ce manque de moyens? Réponse du maire. Les cours résilients, c'est s'occuper de la végétalisation des cours, s'occuper des espaces aussi protégés dans lesquels on peut se réunir quand il pleut, et c'est aussi s'occuper de la place des filles. Une aire de jeu ne doit pas être positionnée en plein milieu, sinon les filles notamment en sont exclues. Il n'y aura plus l'année prochaine de fonds verts pour nous aider là-dessus. Donc, on va reporter ou tout simplement annuler. Beaucoup de communes pourraient renoncer à ces projets puisque chaque année, le scolaire représente un tiers de leur budget global. Autre conséquence de ces restrictions budgétaires et de cette austérité, c'est le service national universel qui est pris dans les mailles du filet et qui pourrait disparaître. Oui, pas assez de résultats et trop coûteux. Voilà ce que reprochent les parlementaires à ce service national universel. Ce programme citoyen destiné aux 15-17 ans est mis en place à titre expérimental depuis 5 ans maintenant. Hier, l'Assemblée et le Sénat ont voté pour la suppression de ce dispositif dans le budget de l'État. Pour l'instant, ce vote est sans conséquence car il y a encore plusieurs étapes avant la disparition effective du SNU. Mais l'adoption à l'unanimité d'un amendement par les sénateurs visant à réduire les crédits de 100 millions d'euros semble compromettre l'avenir de ce dispositif. Un vote qui vient s'ajouter à la série de changements, débats, réformes dont fait l'objet le service national universel depuis son lancement en 2019. On ne quitte pas l'Assemblée avec un autre vote pour un amendement qui pourrait changer la vie de nombreux jeunes. Le repas à 1 euro pour tous les étudiants a été adopté hier par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il avait été mis en place en 2020 à destination des étudiants boursiers, puis étendu aux non-boursiers en situation de précarité. Alors qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 3 déclare sauter des repas régulièrement. L'amendement voté par les députés permet cette fois de généraliser le repas à 1 euro pour tous les étudiants sans critères. Coût estimé 90 millions d'euros par an. Mais tout n'est pas joué. L'avenir de la mesure dépendra de l'adoption in fine du projet de loi finances par l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ce jeudi que sont publiées les évaluations des élèves en primaire. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, trouve les résultats extrêmement encourageants. Pour rappel, ces évaluations ont pour objectif de fournir aux enseignants des repères des acquis de leurs élèves et de mesurer au niveau national les performances du système éducatif, comme le rappelle sur son site le ministère de l'Éducation. Des évaluations généralisées dans les classes de primaire, du CP au CM2 en cette rentrée de septembre. Et ce matin, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, s'est montrée optimiste face aux résultats obtenus par les élèves. Elle était l'invitée politique sur France Info ce matin. On l'écoute.
pour la première fois depuis 5 ans, on voit des résultats extrêmement encourageants sur ces savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Si je prends un exemple, en CE1, la fluidité en lecture, fondamentale pour pouvoir aborder tout le reste. La fluidité en lecture, on passe d'une fluidité en lecture pour 68% des élèves il y a 5 ans à 76% aujourd'hui. Cette progression, elle est remarquable. Les spécialistes disent que la fluidité, la fluence, comme ils disent, c'est bien, mais il faut aussi la compréhension de ce qu'on lit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que là aussi, les chiffres sont bons? Mais tout progresse nettement, de façon vraiment notable, et ce qui était vraiment une progression nettement supérieure à ce qu'on voyait les autres années. Chez les élèves de CM2, des difficultés ont en revanche été observées. Écoutez la ministre. Je veux souligner que, par exemple, en CM2, on a encore 30% de nos élèves qui ne sont pas fluides complètement en lecture. Et j'ai un autre chiffre justement sur les CM2 où on voit qu'un peu moins de la moitié maîtrise la conjugaison. Et là, le chiffre que l'on voit, 46,7%, c'est pour le groupe des élèves qui sont au niveau. Et on voit qu'il y a moins de la moitié maîtrise la conjugaison. L'accord du verbe conjugué de l'extérieur, comme ça, j'ai peut-être tort, mais c'est effarant. Alors, c'est pour cela, il faut donc se poser les bonnes questions. Ces outils d'avoir d'évaluation permettent à nos enseignants d'avoir les outils pour comprendre où sont les besoins de nos élèves. Là, ils ont un outil précis. Ils savent précisément comment chaque élève doit être aidé et ils s'en servent. On a un taux d'adhésion à ces évaluations très important de la part de nos professeurs. Et toutefois, de nombreux syndicats enseignants comme le FSUS NUIPP, CGT Éducation et Sud Éducation s'étaient mobilisés contre ces évaluations en septembre, dénonçant une perte de liberté pédagogique pour les professeurs et une source de stress importante pour le corps enseignant, les élèves et les parents. À noter, la ministre annonce la publication des nouveaux programmes de français et de mathématiques qui vont permettre, je cite, de remédier aux lacunes présentées par les élèves de CM2. À Marseille, des étudiants dénoncent l'insécurité aux abords de leur fac et lancent une pétition pour y remédier. Oui, la faculté de médecine de la Timone est depuis une semaine le lieu de plusieurs agressions. Au moins 6 étudiants ont été victimes d'individus munis de couteaux qui se sont emparés de leurs affaires personnelles. Ce qui a motivé les étudiants à lancer une pétition. À l'heure où l'on vous parle, 1500 signatures ont été recueillies sur le site change.org. La police a été prévenue et la direction de la faculté assure avoir averti ces agents de sécurité, bien que ces derniers ne puissent pas intervenir, malheureusement, au-delà des grilles de l'établissement. Allez, terminons ce journal, Charlie, avec une note Halloween en ce 31 octobre et une journée pleine de frissons nippons organisée par le musée Guimet à Paris. Une journée et même soirée, puisque la J-Aurore se poursuit jusqu'à ce soir. Oui, à minuit, au Musée national des arts asiatiques. J-horror, c'est le terme qui désigne en général la littérature et le cinéma d'horreur du Japon. Et c'est bien là le thème. Les esprits du cinéma d'horreur japonais sont venus envahir, hanter les salles du musée. Voici un aperçu du programme dont les jeunes de moins de 26 ans ont pu profiter gratuitement. Ça se passe au musée Guimet le 31 octobre prochain. À l'occasion d'Halloween, le musée s'associe au célèbre festival Kinotaio de cinéma japonais contemporain. Au programme, tu pourras découvrir les films tels que Darkwater, Six Sending Woman, Ne coupez pas ou encore The Ring. Et si tu as toujours aimé te déguiser pour Halloween, même adulte, il y aura un concours de déguisement à 21h30, donc oui, je t'invite carrément à venir déguiser. Tout ça, ça se passe ici même dans l'auditorium du musée qui compte 276 places. Wow. Parfait pour ramener tous tes potes en fait. Et si t'as plus de 26 ans, la place elle est à 6 €, très raisonnable vu la programmation. C'est clairement le bon plan pour les cinéphiles qui aiment se faire peur le soir d'Halloween. Alors, tu prends ta place ? Alors, vous prenez votre place, Guillaume ? Non, je déteste. Moi, je n'aime que les films romantiques, les choses qui ne font pas peur. D'accord. Bon, pour ceux qui préfèrent les frissons, rendez-vous ce soir. Il reste un film à voir et la soirée cosplay. C'est aussi de grands frissons, les films romantiques. Merci beaucoup, Charlie. On va passer à un tout autre sujet, celui des violences sexuelles entre mineurs. Un sujet malheureusement en pleine expansion qui touche des milliers d'enfants chaque année, souvent dans un silence total. Comment expliquer cette escalade ? Quels sont les facteurs qui contribuent à cette réalité troublante? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, nous recevons nos deux invités. D'abord, vous, docteur Marie-Laure Gamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier, urgentiste de formation et formé également en médecine de catastrophe. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis nous sommes à distance avec Omaïra Sellier, bonjour. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association Innocence en danger qui lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les violences sexuelles. Je vais commencer avec vous, docteur, pour essayer un petit peu de comprendre notre sujet. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de violences sexuelles entre mineurs? Comment ça se caractérise?
Alors, ce sont des violences à caractère sexuel qui peuvent être des agressions sexuelles, des viols, et qui sont commises entre des jeunes qui ont moins de 18 ans et qui doivent faire, je vais le dire comme ça, l'objet de toute notre attention, parce que ce sont des faits qui sont graves, puisqu'il s'agit de violences, et que l'on doit absolument prendre en charge le plus précocement ce type de violence. Quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui? Est-ce qu'on sait la quantifier? Alors, les violences sexuelles, en 2023, les chiffres de police et de gendarmerie nous disent qu'à peu près 114 000 faits de violences sexuelles. C'est important de dire que d'abord, ce sont en majorité des mineurs qui sont victimes, 57% à peu près. Et parmi ces violences commises, on sait que c'est à peu près 30% de mineurs qui ont commis des violences sexuelles sur ces mineurs. Donc c'est un chiffre qui est malheureusement très important. Voilà. Au sein de votre association, Omaïra Sellier, vous y êtes confronté quotidiennement. Vous avez souvent des témoignages de victimes. Comment vous observez un petit peu ce phénomène? Écoutez, nous avons effectivement une recrudescence de cas de violences sexuelles de mineurs sur mineurs. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les victimes directement qui prennent contact avec nous parce qu'ils sont petits. C'est un parent, c'est un voisin, c'est quelqu'un qui a eu connaissance des faits. Parfois, souvent d'ailleurs, ce sont les parents. Rarement, on a eu des personnes qui font partie du rectorat, qui ont eu je dirais, la bonne conscience d'alerter une situation qui était alarmante. Mais malheureusement, la recrudescence est aussi très alarmante. On a toujours été, depuis 25 ans, sollicité par des affaires de violences sexuelles sur mineurs, mais de mineurs sur mineurs, surtout à les âges, on parle de maternelle, on parle des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Je trouve qu'il y a une explosion qui est très inquiétante. Très inquiétante. Comment vous l'expliquez, cette explosion de violence de mineurs sur mineurs? Écoutez, je vais vous dire que je ne pourrais pas me l'expliquer, sauf que pour moi, le fait qu'il y ait une explosion aussi de la pornographie sur les outils que les enfants utilisent, le fait que les enfants soient exposés sans le vouloir, donc une exposition à la pornographie non sollicitée une fois par jour. Il y a des études qui ont été faites sur ces sujets-là dans d'autres pays où le sujet préoccupe davantage que la France les responsables. Et c'est inquiétant parce qu'effectivement, cette exposition peut expliquer une accoutumance et une habitude et une banalisation de tout ce qui est sexuel d'une part. Et de l'autre part, je dirais que si on avait les moyens de s'intéresser de plus près, comme le disait la docteure qui a parlé avant moi, ça serait bien parce qu'il faudrait quand même s'assurer que ces enfants qui s'adonnent à ce type d'activité sur d'autres enfants ne sont pas eux-mêmes victimes d'un type de violence, victimes des mêmes choses à la maison ou dans leur entourage, et s'ils n'ont pas été effectivement, s'ils n'ont pas consommé de la pornographie. C'est une façon de l'expliquer. Pour moi, c'est vraiment l'explosion de la pornographie. C'est pour ça qu'on peut me traiter de ringarde et de vieilles jeux ou tout ce qu'on veut, mais moi, je suis contre l'éducation sexuelle des enfants chez les très tout petits, surtout lorsque le discours de ce que les parents dénoncent, en tout cas chez nous, parce que moi, je suis pas dans une maternelle, je vais pas à l'école, donc je n'ai pas accès à ces documents et je suis pas en France très souvent, mais j'avoue que je trouve ça très dangereux dans un pays où on ne sait pas traiter ce type d'affaires, dans un pays où il y a énormément de classements sans suite, où le rectorat est totalement réfractaire de répondre, où tout est poussé sous le tapis depuis des années. Je parle de l'éducation nationale et c'est vraiment l'angle mort de l'éducation nationale.
dans un pays comme la France. C'est important quand même de former et d'informer, mais à partir de quel âge? Parce que vous parlez de maternelle, mais à partir peut-être de la primaire, en tout cas, c'est important de former au-delà de la sexualité, aux enjeux du corps, à ces questions qui rejaillissent. Alors, je pense que dans ce que vous venez de nous dire, il y a des choses extrêmement importantes et qu'il faut quand même aussi parler de ces violences sexuelles lorsqu'elles sont commises par des mineurs de plus de 13 ans et par des enfants de moins de 13 ans. Alors, pour les droits des enfants, on est des enfants de 0 à 18 ans. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il est quand même important de distinguer les faits aussi avec la notion d'âge. Au CHU de Lille, vous voyez, je travaille dans une unité, c'est l'unité régionale de soins aux auteurs de violences sexuelles, où on prend en charge les plus de 13 ans, comme auteur ou auteur présumé de violences sexuelles. Et puis en pédiatrie, je m'occupe des petits. Vous avez parlé de ces enfants qui commettent dès la maternelle des faits qui font violence à d'autres enfants. Et c'est effectivement extrêmement important qu'on se soucie aussi de ces enfants-là. C'était un sujet tabou, au fond. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. Alors, ça existe depuis très longtemps. Dans la littérature internationale, on a des chiffres là-dessus dès les années, vous voyez, 1940. Bon, il est vrai que depuis la première décennie en France, les projecteurs se sont allumés sur des faits comme ça, parce que oui, ils sont allés manifestement en augmentation, et c'est important qu'on le dise et que l'on se soucie de ce qui se passe dans la société. Maintenant, je tiens beaucoup à ce qu'on distingue ces notions d'âge, parce que quand même, c'est pas la même chose d'être un enfant de 10 ans et puis d'être un adolescent de 15 ans. Entre les deux, il y a quand même le phénomène pubertaire qui est venu transformer et qui est venu sexualiser l'enfant. Donc, on a beaucoup de travail, mais effectivement, ce que vous venez de dire est aussi important. Il faut se soucier des enfants de tous les âges, dès lors qu'on a ce terme violence sexuelle qui est prononcé, parce que des petits peuvent faire violence à d'autres enfants. Et justement, s'ils sont confrontés à ces contenus, il faut... Alors, parmi les facteurs de vulnérabilité, et ce que vous avez dit est très important, le facteur de vulnérabilité numéro 1, c'est certainement d'avoir été victime de violences sexuelles, quand on est un petit enfant. Et ça, c'est vraiment la première chose à rechercher. Parce qu'on sait que maintenant, qu'un enfant qui avant 13 ans a été victime a plus de risques de devenir un adolescent auteur. À peu près 5 fois plus de risques pour les garçons victimes avant l'âge de 12 ans. Vous voyez, c'est pas rien tout cela. Mais donc, il faut absolument rechercher ces violences. Pour qu'un enfant puisse comprendre qu'il a été victime de quelque chose qui n'est pas normal, il faut peut-être que par la porte de l'éducation, et ce, assez jeune, il ait le moyen de mettre les mots sur ce qui lui est arrivé. Alors voilà, c'est pour ça qu'il est important de se soucier à l'école de faire passer des messages de prévention autour de, je dis toujours, moi, de ce que c'est qu'être une petite personne avec un corps global. Alors, vous avez raison dans le sens que vous dites on ne va pas aller parler de sexualité à des tout petits. Ben non, parce qu'ils ne sont pas d'ailleurs aptes à avoir une sexualité, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. En même temps, l'école est certainement un lieu très important pour faire passer des messages. Et puis, bien sûr, quand les enfants grandissent, en fin de primaire, et bien sûr au collège et au lycée, là, il est très important de faire de l'éducation sexuelle qui commence à délivrer progressivement des messages clairs sur ce que ça signifie avoir un développement sexuel, une sexualité qu'on découvre peu à peu durant l'adolescence, et que les jeunes puissent comprendre tous ces enjeux autour de ce qu'est la sexualité et la violence sexuelle. Avec la question de la vie affective aussi, bien sûr, qui touche plus largement ces sujets-là. La sexualité, c'est évidemment comment on adapte un comportement sexuel pour éprouver du désir sexuel, du plaisir sexuel et la notion de partage si on commence à vivre sa sexualité avec l'autre. Donc, bien sûr qu'il y a la question de aimer, être aimé. Bien sûr que tout ça, il faut s'en soucier. C'est d'ailleurs
J'étais cette semaine avec des jeunes, on faisait un travail dans un quartier. C'est important, les jeunes, ils cherchent à avoir beaucoup d'informations là-dessus. Et le problème, c'est que les informations qui sont accessibles, c'est pas forcément la pornographie a pris le pas. C'est ça, je suis complètement d'accord. L'outil numérique a fait que la pornographie a pris le pas pour donner des messages, mais qui, hélas, ne sont pas cohérents avec les objectifs de santé sexuelle. Omaïra Sellier, peut-être que aussi l'un des dangers, on en parlait sur ce plateau hier, c'est l'exposition aux écrans. Est-ce que vous, quand vous échangez avec les jeunes, avec les familles, cette question du téléphone portable, des tablettes, des écrans non contrôlés ressort beaucoup ? Ça ressort lorsqu'on essaye d'aller en justice, c'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte, nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe au sein d'une famille, on ne peut pas savoir quelles sont les habitudes des enfants. Mais c'est vrai que je ne parle pas de ceux qui se trouvent en âge d'aller au maternel, mais dès qu'on dépasse 9 ans, il y a effectivement cette exposition, le fait que les enfants ont des téléphones pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais en même temps que les raisons de posséder des écrans et d'utiliser les écrans peuvent se comprendre, en même temps et en parallèle, étant donné que il n'y a pas eu d'anticipation lorsqu'il était encore temps et que les lois qui peuvent protéger l'utilisateur final sur Internet n'ont jamais été effectives, n'ont jamais été à la hauteur de ce qui peut se passer. Ça a toujours été en cours, on a toujours 10 ans de retard. Il ne faut pas oublier qu'Internet, au départ, n'a pas été créé pour une utilisation d'enfants, de jeunes. C'était une autre utilisation et après, Internet a fait sa rentrée dans les maisons. Mais cette rentrée dans les foyers ne s'est pas accompagnée malheureusement d'une éducation qui soit effective, parce que le but n'est pas d'interdire l'utilisation des écrans, c'est trop tard maintenant, mais c'est de pouvoir réguler, c'est de pouvoir avoir des garde-fous qu'on n'a pas. Donc ça, c'est sûr qu'un enfant peut très bien être exposé à la pornographie non sollicitée ou parfois sollicitée. Parfois, il peut tomber dessus sans le chercher. Parfois, il peut tomber dessus par curiosité parce qu'il l'aurait cherché. Et le fait d'être ensemble, d'être avec des copains, que tout le monde fait la même chose, ça banalise de nouveau cette recherche, mais ils sont face à une sexualité qui n'est pas pour leur âge, qui n'est pas digérée de la même manière que pour quelqu'un qui comprend cette sexualité. Et voilà, il y a un mélange dans la tête. Après, est-ce qu'il voudrait voir comment ça se passe en vrai, toucher l'autre, etc. Il y a tout ça, bien sûr. Et la difficulté, Omaïra Sellier, c'est que même des parents qui font attention à l'éducation, qui ne laissent pas apporter des outils comme le téléphone, comme les tablettes, ils ne contrôlent pas ce qui va se passer à l'école avec les camarades. Un camarade qui peut avoir vu quelque chose, qui va ramener. Ça, c'est l'une des difficultés, j'imagine, que vous avez identifiées. Exactement. Parce que vous savez, dans les cas qui nous arrivent, on doit, pour savoir si on peut agir en justice ou pas, pour étudier le cas, le contexte avec des avocats qui travaillent avec nous, on doit avoir un contexte. Et très souvent, on se rend compte que malheureusement, les parents aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les parents travaillent tous les deux. On n'est plus comme à l'époque où moi, j'étais un enfant où ma maman était à la maison et il y avait que les papas qui travaillaient. Les parents travaillent, ils sont occupés. La vie est très, je dirais, oui, tout le monde court. Donc, le temps passé avec l'enfant lorsqu'il rentre de l'école est aussi très court. La plupart de la journée d'un enfant se passe avec ses amis ou à l'école ou ailleurs. Donc, c'est très difficile de contrôler, très difficile. Docteur Gamay, comment on accompagne les victimes de jeunes agresseurs et comment on accompagne aussi les agresseurs ? Alors, il va falloir s'occuper des victimes, donc d'où l'importance que les enfants puissent aller chercher de l'aide
et qu'ils soient entendus déjà par leur famille, hein, quand cela se produit, que la parole de l'enfant ne soit pas banalisée ou vous parliez de la vie stressante où on n'a plus le temps peut-être de se poser. Ben non, il faut écouter les enfants hein, quand ils nous parlent, quand ils disent avoir vécu quelque chose qui manifestement leur a fait souffrance, pour que finalement on puisse chercher les solutions qui soient opérantes tant pour l'enfant qui dit ce qu'il a fait souffrir que pour l'autre enfant. Parce que si l'autre enfant a pu commettre ça, il faut se soucier de lui très rapidement. Bon, donc la révélation, alerter, hein, c'est les secours. Il faut dégager rapidement des secours qui soient ceux organisés notamment par les conseils départementaux, hein, avec soit des cellules d'information préoccupantes, soit ça peut être aussi des signalements judiciaires hein, qui vont se faire, puisque le premier temps, ce sera d'emmener l'enfant consulter un professionnel de santé ou d'aller déposer plainte, bien sûr, auprès de la police ou de la gendarmerie. Donc donner l'alerte. À partir de là, il doit y avoir le dispositif d'évaluation qui se met en route et qui va permettre de porter soin et avec toutes les mesures nécessaires pour la victime, mais aussi l'auteur présumé. Alors moi, j'emploie le mot auteur de violences sexuelles pour les 13 ans et plus. Pour les enfants de moins de 13, gardons le terme comportement sexualisé problématique. Hein. D'accord. Bon, alors c'est vrai qu'en France, on pourrait être mis en examen même petit, mais bon, ça ne se fait pas avant l'âge de 10 ans. La justice est là aussi pour organiser la prise en charge judiciaire et je dois dire qu'avec la réforme du Code de justice pénale des mineurs, on a des situations qui sont traitées avec une plus grande rapidité qu'avant, ce qui est aussi très important pour que quand même on puisse probablement mieux se soucier plus vite des jeunes auteurs aussi, puisqu'il va falloir une prise en charge pluridisciplinaire. Omaïra Sellier, au sein de votre association Innocence en danger, vous accompagnez justement sur le volet judiciaire. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que la réponse des autorités est satisfaisante à vos yeux? Écoutez, c'est une très bonne question et c'est une question absolument nécessaire parce que malheureusement, la réponse des autorités du rectorat et de l'éducation nationale n'a pas évolué depuis, vous savez, je fais ça depuis 25 ans. Alors c'est vrai qu'au début et pendant des années, je me suis dit quand on va se rendre compte de l'ampleur du problème, on n'était pas encore dans les chiffres d'aujourd'hui. Et je pensais que les réactions des responsables politiques et des responsables tout court allaient changer. Je me trompais parce qu'encore aujourd'hui, c'est circulé, il n'y a rien à voir. On minimise les choses, ce qui est très blessant pour la victime, ce qui est très blessant pour les parents des victimes, mais ce qui est très dangereux aussi si les faits sont prouvés et qu'il y a vraiment eu des actes sexuels d'un enfant sur l'autre. Dans un premier temps, il faut écouter les enfants et les croire. Et le fait que le rectorat et tout le corps de l'éducation nationale refusent d'entendre parler de ces sujets, c'est gravissime. Donc pour vous répondre, non, la réponse des autorités n'est pas à la hauteur de l'ampleur du phénomène, ni la gravité, parce que ces enfants sont marqués à vie si on ne fait rien. Et que si un enfant a commis des actes qu'on peut parler d'agression ou d'actes sexuels sur un autre enfant, et s'il n'a pas compris que ça ne devait pas se faire, que c'est interdit par la société, par la loi, je suis désolée, mais on les laisse croire que c'était rien. La victime ne parlera plus s'il lui arrive quelque chose, et si l'auteur présumé, on continuera de le faire parce qu'il n'aura pas compris que ce n'était pas bien. Donc, je dirais, ce manque de courage de la part du rectorat et de l'éducation nationale est une erreur très, très, très présente dans tous les dossiers qu'on traite. Tous les dossiers de manière unanime. Alors, on fait des signalements de plus en plus, mais est-ce que les signalements sont suivis de faits? Je ne peux pas vous dire oui.
Docteur Marie-Laure Gamay, justement sur l'impact, il y a la question des soins que vous pouvez apporter dans la médecine sexologique. Comment ça fonctionne un petit peu? Quel accompagnement peut être fait? J'ai bien entendu ce que dit Madame. Effectivement, ça peut rester compliqué. Mais une fois que l'alerte a été donnée, une fois que les signalements ont été faits, tout de même, il y a de plus en plus de prises en charge qui ont été développées. Je pense notamment à la Fédération française des CRI AVS, de centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui se sont quand même préoccupés de déployer de plus en plus de prises en charge, y compris pour les mineurs auteurs ou présumés auteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces services, il y en a dans chaque région. Il ne faut pas hésiter à solliciter les professionnels de santé de la santé mentale, qui souvent est en charge d'organiser les prises en charge de ces jeunes. Et il y a quand même, nous, dans notre unité, on a vu le nombre de prises en charge de mineurs de plus de 13 ans augmenter de façon très conséquente au cours des années pour qu'on puisse délivrer des soins pluridisciplinaires, pédopsychiatriques, psychologiques, y compris en incluant maintenant la médecine sexuelle, parce que il faut vraiment qu'on puisse, avant les jugements ou même au-delà d'un jugement, qu'on se soucie que ce jeune va pouvoir retrouver une trajectoire de développement sexuel qui lui permette de continuer sa vie, parce que c'est des mineurs et ils ont une longue vie devant eux. Donc il faut qu'ils puissent avoir élaboré, il faut qu'ils puissent avoir repéré ce qui a fait vulnérabilité chez eux. Il faut qu'on se soit concerté dans nos évaluations et des prises en charge pour que le pronostic de vie puisse vraiment ne pas être aussi dramatique qu'il n'a pu être dans le passé. Voilà. Merci à toutes les deux, Omaïra Sellier, fondatrice d'Innocence en danger, et vous, le docteur Marie-Laure Gamay, praticien hospitalier urgentiste en médecine de catastrophe de formation. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau du Grand JT. Merci. On marque une courte pause, on revient juste après ça. De retour dans le grand JT de l'éducation, on va parler en allemand. Je me prépare un petit peu puisque c'est un peu une angoisse de reprendre l'allemand après tant d'années. Avec vous, Jeanne, créatrice de contenu Apprendre naturellement. Bonjour. Bonjour. Une méthode pour éviter les gaffes en allemand, c'est le nom de vos chaînes sur les réseaux sociaux, de vos comptes, et c'est aussi le nom de cet ouvrage que vous sortez. Alors, racontez-nous un petit peu, vous êtes ancienne professeure des écoles, même toujours professeure des écoles, bilingue, vous avez enseigné en France et en Allemagne? Exactement, oui. J'ai suivi une formation binationale en fait, donc j'ai fait ma formation de professeur des écoles en France et en Allemagne en alternant 1 an sur 2. Et donc à la fin, j'avais les 2 diplômes et j'ai choisi de travailler en Allemagne. Donc j'ai été professeur des écoles, Grundschullehrerin. J'ai été même statut de fonctionnaire à vie, ce qui est un statut assez prisé en Allemagne. Et puis j'ai quitté tout ça pour me marier avec un Français en région parisienne. Et donc j'ai enseigné aussi ensuite en région parisienne dans des écoles primaires pendant plusieurs années. Et là, ça fait maintenant 6 ans que j'ai démarré ma chaîne YouTube Apprendre naturellement, voilà, pour transmettre l'allemand d'une autre manière un peu plus décontractée, plus ludique, et essayer d'aider les gens à apprendre l'allemand en s'amusant. Alors c'était quoi le point de départ? Est-ce que vous avez croisé trop de gens comme moi qui vous disent « Ah, j'ai fait de l'allemand quand j'étais au collège, au lycée, mais j'ai tout oublié ». C'est un peu ça la cible des gens que vous visez, ou c'est des gens qui ont vraiment envie d'apprendre l'allemand de zéro? Oui, il y a les deux, mais c'est vrai que j'ai un côté un peu anticonformiste, et donc j'aime bien dépasser des barrières. Donc quand quelqu'un me dit « Oh, l'allemand, c'est nul, c'est compliqué », j'ai tout de suite envie d'aller lui prouver le contraire et lui donner envie. Alors comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites pour montrer que c'est pas compliqué? Généralement, j'aime bien emmener les gens aussi dans le pays, leur faire découvrir. J'aime bien passer par la culture, par aussi les repas qui sont parfois, pas forcément. On pense qu'il y a que de la saucisse et des frites, mais il y a aussi des choses sympas. Il y a les Maultaschen, il y a les Semmelknödel. Alors qu'est-ce que c'est les Maultaschen? Alors, les Maultaschen, c'est des genres de grosses ravioles comme ça, mais avec de la viande dedans. C'est assez sympathique. On peut les manger en salade, grillée. On peut. Voilà. Donc tout ça fonctionne
Très très bien. Et l'ouvrage que vous proposez, c'est quoi? C'est votre méthode? Comment ça fonctionne un peu cette méthode? Alors, c'est pas vraiment une méthode. Disons que c'est pas en lisant ce livre que vous allez devenir bilingue, ni que vous allez forcément savoir vous débrouiller au quotidien en allemand, désolé. Ce que j'ai voulu par ce livre, c'est plutôt apporter une approche un peu ludique de la langue. Comme je disais, l'allemand, souvent, on pense que c'est trop compliqué, que c'est moche. Et là, j'essaye en fait de montrer quelque chose de sympathique, d'aller toucher en fait des faux amis. C'est des mots qui se ressemblent en allemand et en français, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Ça peut être des fois assez cocasse dans certaines situations. Mais l'idée, c'est voilà, que les personnes qui soit déjà aiment l'allemand ou ont un mauvais a priori par rapport à l'allemand puissent en fait à la lecture de ce livre sourire, s'amuser, prendre du plaisir et se dire ah bah finalement ça me donne envie d'aller plus loin. Et en fait, j'ai aussi fait les illustrations qui sont dans le livre pour avoir ce côté un peu mémotechnique, parce qu'en fait, on retient beaucoup mieux avec les images. Donc, il y a plusieurs illustrations. Là, je vois que par exemple, vous avez la infusion. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Si on demande une infusion dans un café, on risque d'avoir une mauvaise surprise. C'est ça, voilà. Vaut mieux pas, parce qu'ils vont appeler les pompiers puis vous mettre une perf, parce qu'en fait, infusion, en allemand, c'est la perf. Et c'est Krauter-Tee. Krauter-Tee, d'accord. T, en fait. T. Ah bah oui, alors moi j'ai fait 9 ans d'allemand, parce que quand c'est comme ça, le umlaut, on dit Krau. Alors, le umlaut, le A umlaut tout seul, c'est E, ouais. Mais quand il est avec le U, c'est Oi. Oi. Ouais, Krauter-Tee. Et en fait, c'est littéralement le thé aux herbes. Mais l'idée des illustrations, c'est aussi pour qu'on retienne plus facilement. Les Allemands, ils appellent ça des Eselsbrücken. C'est des ponts d'ânes, des ponts pour les ânes. Et c'est des trucs qui nous permettent de mieux retenir. Et notre cerveau, en fait, il adore ça. Alors, quand on pense à l'allemand, il y a une chose qui reste peut-être comme un traumatisme pour des générations, c'est les déclinaisons. Ah, oui. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est? Comment vous décririez simplement les déclinaisons? Die, der, das, dem, alors, des... die, der, den, der... je ne sais même pas les dire comme ça, mais je pourrais vous le réécrire le tableau s'il fallait. J'en ai mangé aussi toute ma scolarité, j'ai détesté ça. Et honnêtement... Mais comment on fait? Alors, expliquez pour celles et ceux qui nous regardent, c'est la manière dont on va conjuguer l'article devant un nom en fonction du rôle dans la phrase. Oui, vous l'avez assez bien dit, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un nom quand il est masculin, c'est der. Le, c'est der. Sauf que si je suis en train de parler de quelque chose, eh bien, du coup, j'utilise un accusatif. C'est comme le complément d'objet direct en français. Et alors, le der va se transformer en den. Et donc, et puis après, si c'est indirect, alors ça se transforme en dem. Et en vrai, c'est ça qui, effectivement, nous perturbe avec l'allemand et le rend tellement compliqué. Ma petite astuce, c'est en fait de ne pas s'embêter avec ça. Parce que honnêtement, vous me mettez avec des Allemands pendant 1 heure, je peux leur parler, personne ne se rendra compte que je suis française. Par contre, vous me demandez certains articles, est-ce que c'est der ou das? Je vais me tromper peut-être à 70%. Mais alors pourquoi on apprend l'allemand? Est-ce qu'on apprend mal l'allemand? Puisque moi j'ai vraiment souvenir d'avoir passé des heures comme ça avec la casserole. Exactement. Comme ça, les œufs der, casserole. dem, nanana, et je n'y comprenais absolument rien puisque c'est entré dans la langue par un truc hyper sur le COD, le COI, etc. Alors que peut-être qu'il suffisait simplement de se décomplexer, de laisser. Est-ce que c'est qu'on apprend mal l'allemand? Ben, je pense qu'effectivement, c'est plus rassurant de rentrer dans les tableaux, c'est plus rassurant de faire un quiz et de cliquer si c'est der ou das. Mais en vrai, dans le quotidien, on n'a pas besoin de ça. Imaginez un Allemand qui vient en France dans une boulangerie, s'il dit bonjour, je veux le baguette, on va pas lui faire une leçon de grammaire pour expliquer que c'est la baguette et qu'il s'est trompé. C'est la même chose en allemand. Si vous vous trompez entre der, dem, den, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de communiquer, de se faire comprendre, et c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre sur ma chaîne. Et très souvent, je dis en fait, quand on n'est pas sûr entre der, dem, den, das, on dit de. Et on avale la fin. Et en fait, mais ça marche trop bien parce qu'en plus, ça fait un peu authentique. Ça fait un peu comme si vous parliez un dialecte. Et du coup, en fait, moi, je me cache très souvent derrière ça. Ça m'arrive vraiment très souvent de ne pas savoir entre l'un ou l'autre. Et en fait, je me cache. Ou quand c'est ein ou einem, einen, ça c'est un, c'est l'équivalent un ou datif, accusatif, etc. Ben, je dis ne. Et j'avale en fait. Je möchte et puis je dis la suite. Et puis, voilà, dernièrement, j'étais à Berlin, une boulangerie, il y avait un truc qui avait marqué Laugenstange. Et je me suis dit, ça, j'ai bien envie de manger ça. Mais je savais pas trop. Bon, je pense que c'était plutôt dit, mais j'étais pas sûre de moi. Parce que généralement, quand ça finit en E, c'est dit, c'est féminin. Mais j'étais pas sûre. Donc j'ai dit, ich möchte une Laugenstange. Et elle m'a servi, c'est passé, ça fait un peu dialecte. Elle n'a pas sorti la casserole en disant nach neun. Non, et c'est vraiment ça. Vous avez parlé de décomplexer, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. De se dire, allez, arrêtez de vous prendre la tête, mais allez-y, lancez-vous, parlez. Et c'est vraiment, voilà, chercher le plaisir, chercher d'oser se lancer et d'oublier ses peurs, en fait, de mal faire, du stylo rouge qui va effectivement. Alors, vous êtes venu avec un mot, je ne sais pas si on va le voir, il faudrait qu'on enlève le bandeau à la caméra, puisqu'elle avait décidé de nous montrer je sais dire, et donc c'est mon petit défi qui est écrit sur son t-shirt.
Scheichtelchen. Bravo, franchement, c'est très bien. Quand on me dit ça avec le pouce en l'air, c'est que c'était vraiment nul. Comment vous le dites, vous? Franchement, j'ai entendu bien pire. Non, alors c'est Streichhölzchen, mais vraiment, vous en êtes bien sorti. Eh ben, 11 ans d'allemand quand même. Petite boîte d'allumettes, en fait. Ok. Ah, c'est la boîte d'allumettes. Il y a aussi la queue du l'écureuil qui est pas mal aussi. C'est le Eichhörnchen. Comment vous conseillez, là, vous êtes parti dans des trucs, ne me lancez pas des sorts comme ça, s'il vous plaît. Elle est en train de me lancer de la magie. Comment vous conseillez pour maintenir son allemand? Moi, vraiment, j'ai fait 11 ans d'allemand. Je suis allé quelques fois en Allemagne, mais je ne l'ai pas pratiqué. Je ne parle plus allemand. Est-ce que c'est perdu à tout jamais? Est-ce que c'est comme le latin, c'est une langue morte dans ma tête? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire pour s'y remettre? Il y a forcément des choses à refaire. En 11 ans, vous avez forcément appris plein de choses. Moi, j'imagine qu'il y a un petit bonhomme dans mon cerveau qui s'appelle Jean-Michel, je l'appelle comme ça, et qui en fait passe son temps à rendre les chemins propres. En fait, c'est ce qui se passe. Hein. Nos neurones sont connectés, et donc Jean-Michel, il fait le ménage. Donc l'allemand, il l'a laissé de côté, la jungle l'a repoussé, il ne retrouve plus rien. Par contre, si vous allez en Allemagne et que vous allez faire l'effort quand même, parce que effectivement, on peut se débrouiller avec l'anglais, mais c'est quand même plus sympa de s'intégrer en essayant de parler avec les gens, et ben Jean-Michel, il va retrouver des trucs, il va dire « Ah, mais ça, je l'avais déjà vu », il va refaire le ménage et ça va un peu revenir. Et l'idée, c'est de faire ça régulièrement. Parce qu'effectivement, si pendant 11 ans, on ne fait plus rien, ben, Jean-Michel, il est sélectif, donc s'il voit que ça ne vous intéresse pas, il va aller voir ailleurs. Donc il faut... voilà, l'idée, là, c'est avec ce livre de commencer un petit peu à s'y remettre. Et c'est un livre qui se lit assez facilement, parce qu'on peut lire... c'est pas quelque chose qu'on est obligé de lire du début à la fin. Oui. On peut vraiment l'ouvrir là où on veut, se laisser attirer par une illustration, par un mot, par quelque chose. Tu vas dire, qu'est-ce que c'est baiser en Allemagne? C'est pas du tout la même chose que ce que nous, on a. Et d'ailleurs, c'est un faux ami pour les Allemands, parce qu'ils se prennent une mauvaise surprise s'ils vont demander un baiser à la boulangerie. Vous avez lu ce que c'était, un baiser? Et c'est quoi? Oui, c'est un petit pain, c'est ça? Non, c'est alors le Berliner, c'est un petit beignet, mais le baiser, c'est une meringue. Une meringue, d'accord. Et je connais nombre d'Allemands qui sont arrivés en boulangerie française en disant bonjour, je foutrais un baiser. D'accord, et puis. Et voilà, c'était pas ça. Bon, après, ça peut être. Et c'est peut-être le début d'une belle histoire. Mais qui sait Avec votre histoire de Jean-Michel, c'est ça? Oui, c'est Jean-Michel. Ça veut dire qu'en fait, pour bien parler allemand, il faut être plusieurs dans sa tête. Non, Jean-Michel, il fait bien le boulot. Il parle pas. Non, lui, il fait que le ménage, en fait. Il reconnecte les informations et les petites illustrations, elles l'aident parce qu'il adore ça. Dès que c'est cocasse, dès que c'est sympa, il retient beaucoup mieux. Il y a des choses qui sont assez sympas. Je sais, il y a la poute, par exemple, qui est une dinde, mais qui s'écrit sur le lit la poute. Sur le lit à la française, ça fait un mot, mais poute, c'est un mot tout à fait normal. On en mange au restaurant en Allemagne. On a l'impression avec l'allemand que vraiment on insulte tout le monde en permanence, mais non. C'est vrai que... Alors ça, c'est quelque chose sur la mélodie de l'allemand. Moi, je suis musicienne, donc je suis très sensible aussi aux sonorités. Et c'est vrai que l'allemand, on connaît surtout les soldats SS dans les films. Et donc on a cette idée-là. En vrai, l'allemand, il y a toute une autre mélodie et qui est différente du français. Et il faut comprendre que c'est simplement une mélodie différente. C'est une autre musique. Oui. C'est pas du rap, c'est du Mendelssohn. La caricature des sonorités un peu cassantes, en vrai, c'est Alors, c'est plutôt ça, ouais. Et en fait, ils ont une mélodie, c'est-à-dire qu'ils vont pas tout lier comme en français. D'ailleurs, pour eux, c'est difficile d'apprendre le français parce qu'ils voient pas où sont les coupures. Donc eux, ils vont couper entre les mots. Ils vont faire des petites pauses entre les mots et les syllabes. Déjà, si je parle français comme ça fait un peu bizarre. Ensuite, ils vont accentuer les premières syllabes. Donc, quand je parle allemand, je vais accentuer les premières syllabes en faisant des petites pauses. Déjà, voilà. Et ensuite, le D, il va sonner plutôt comme T, le P comme T, comme que. Non, je me mélange. Mais disons que si je parle un peu comme ça, le je fais un petit peu parler comme l'accent alsacien, que je peux le critiquer, je suis alsacienne, alors ça va. Mais on rentre aussi dans cet accent germanique, c'est une mélodie en fait. Et quand on écoute les Allemands, on se rend compte qu'ils ont quelque chose de très chantant dans la langue. C'est mélodieux. Ils chantent différemment que le français, mais il faut s'y adapter et c'est chouette aussi de le découvrir. C'est quoi votre mot préféré en allemand? Celui que j'ai sur mon t-shirt, je l'aime bien, mais il y en a d'autres. Il y a le Donaudamm Schifffahrtsgesellschaftskapitän Mützenknopf. C'est le bouton du chapeau du capitaine qui dirige la société des bateaux à vapeur qui navigue sur le Danube. Et ça, c'est un seul mot? C'est un seul mot. Parce qu'il n'y a pas cette chose en allemand où quand il y a des concepts philosophiques ou des choses que nous on résume qui ont trouvé leur mot en allemand. Non? Alors, ils ont plutôt ce côté des mots wagons comme c'est ça, dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre différentes choses, comme je disais tout à l'heure, la Eselsbrücke, Brücke, c'est le pont. Et der Esel, c'est l'âne. Donc le pont pour les ânes, c'est un truc qui permet de retenir les choses. Oui, c'est ça, ils peuvent faire des mots valises.
Voilà, et ça c'est super. Moi, on peut vraiment s'amuser. Moi, très souvent, j'essaye de créer des mots. Après, mes amis, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Mais voilà, c'est... Évitez les gaffes en allemand, 120 faux amis à connaître pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. C'est aux éditions Larousse. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Comment on fait si on a envie de prolonger cet échange passionnant ? Eh bien, sur YouTube principalement, mais après sur tous les réseaux aussi, Instagram, TikTok, Facebook, je suis sous le nom de Apprendre Naturalement. Mais même sur YouTube, si vous tapez Apprendre l'allemand, on est la première chaîne, donc vous nous trouverez tout de suite. Voilà. Après, c'est Naturalement. Apprendre Naturalement, c'est le nom officiel. Merci beaucoup. Eh ben, je vais vous laisser conclure en allemand. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, c'est la fin de cette interview. Tout de suite, on passe à la chronique de Shirley. De Shirley, d'accord. Shirley, ouais. Also, dieses Interview ist jetzt zu Ende. Jetzt geht es gleich weiter mit Shirleys Chronik. Shirley, on est jeudi, c'est ravioli, mais c'est aussi réseaux sociaux. Avec aujourd'hui dans votre chronique les États-Unis. On est à 5 jours de la présidentielle, de ce scrutin attendu. Et tandis que Donald Trump s'est montré hier soir en tenue d'éboueur, eh bien, sur les réseaux sociaux, on cherche à annuler le vote de ses proches. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors en anglais, c'est « cancel out my dad's vote ». Oh, comprenez ? What an accent. Annuler le vote de mon père. S'agit-il de pousser gentiment son père dans les escaliers pour l'empêcher de voter pour le candidat que l'on ne soutient pas ? Non. S'agit-il de le faire changer d'avis par tous les moyens ? Non plus. S'agit-il de truquer son bulletin de vote ? Toujours pas. Annuler le vote de son père, cancel out my dad's vote, dans ce cas précis, c'est tout simplement prendre la route de l'isoloir et glisser dans l'urne un bulletin de vote en faveur des démocrates quand celui de son papa est en faveur des républicains. Mais techniquement, il n'annule rien, c'est donc une façon de voir les choses. Voilà, par exemple, pour annuler un vote Trump, on vote pour Kamala Harris, -1, +1. En tout cas, c'est un exemple pas tellement pris au hasard, parce que même si en règle générale, les jeunes ne disent pas trop pour qui ils votent, quand ils le font, ils votent plutôt pour Kamala Harris. Ce qui est raccord avec les sondages. Là, on parle d'une tendance qui touche la génération Z, donc les jeunes qui sont nés dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et justement, un récent sondage publié par NBC News montre que la moitié des électeurs âgés de moins de 30 ans comptaient voter pour Kamala Harris. Ça veut dire que l'autre moitié vote pour Trump ? C'est très bien, vous avez fait des maths. C'est principalement sur TikTok que les jeunes vont pour mettre en avant leur démarche d'annulation de vote d'un proche. Une façon de se mobiliser et d'inciter les autres jeunes à cancel out des votes, essentiellement pour éviter la victoire de Trump. Même si dans tout cela, il doit bien y avoir des jeunes qui votent républicains, qui veulent cancel out dans l'autre sens. Cette tendance a été analysée dans le New York Post et selon le journal américain, elle compte des milliers de vidéos qui cumulent des millions de vues. Exemple en image, oui, exemple en image avec cette jeune fille sur le point d'annuler le vote de ses parents. Donc elle s'habille, elle se prépare et elle va faire elle fait le petit bisou en disant je vais aller voter parce que même si les élections ne sont que dans 5 jours, on le disait, il y a déjà beaucoup de personnes, des millions qui ont voté à distance. Exactement. Allez, je vous montre une autre vidéo. Comment est-ce qu'on annule le vote de son père ? Eh bien, là voilà la réponse. Alors TikTok est une plateforme mondiale, vous le savez, donc certains se sont permis de faire quelques parallèles. Toute ressemblance avec notre situation en France n'est pas fortuite, en tout cas c'est ce que veut dire cet internaute Florent Guillaume 889. C'est trop ça, MDR, il vote Macron, je vote Nouveau Front Populaire, nos voix servent juste à diminuer l'abstention. MDR, en tout cas vous l'avez vu, que ce soit à travers la bouche en forme de canard ou le petit emoji smack dans les vidéos, il y a quand même un peu de tendresse qui se dégage à travers ces vidéos, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est mignon, on peut penser différemment, mais s'aimer pour autant. C'est beau. Et pour cause, l'idée, c'est aussi de montrer que malgré les divergences d'opinion au sein d'une même famille, on peut rester unis dans la famille comme dans un couple. Regardez.
Trump et qui vote Trump et qui vote Kamala, d'après vous, dans la vidéo? Ça, ils disent pas, mais en tout cas, voilà, la traduction, c'était juste une petite amie qui va annuler le vote de son chéri et vice-versa. Alors, on a vu une fille, un père par ici, une fille et son compas par là, et ils semblent à chaque fois voter différemment. Est-ce que le genre joue un rôle dans cette élection présidentielle américaine? Eh bien, c'est ce que disent les sondages. Il faut dire que Kamala Harris mobilise principalement les électrices sur la défense de l'avortement, là où Trump séduit les électeurs avec une rhétorique très masculine. Conséquence, la candidate démocrate a du mal à obtenir le soutien des hommes et le candidat républicain, celui des femmes, tenait la preuve. Écoutez ce retraité américain de 75 ans au micro d'un correspondant pour France Inter. C'est un leader très fort, très compétent, et je pense que c'est juste un vrai mec. Je pense que probablement plus d'hommes voteront pour Trump. Avec cette question de l'avortement, plus de femmes voteront pour Kamala. On a donc une tendance assez engagée. Est-ce qu'on connaît l'impact des réseaux sociaux sur les élections, Charlie? C'est une grande question qui fait l'objet de beaucoup de débats et d'études scientifiques, et parfois les conclusions sont un peu inattendues, comme celle publiée tout récemment par le site The Conversation. Contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout dans les médias, je cite, « L'usage des réseaux n'impacte pas directement les choix électoraux, même si leur consultation assidue par les observateurs et les militants donnent à voir à chaque campagne comme un véritable spectacle de storytelling. » En fait, tout se joue sur les réseaux, mais pas vraiment. Disons qu'il y a des mécanismes un peu plus complexes qui permettent d'expliquer les comportements électoraux. Les travaux du chercheur américain Daniel Kreiss montrent notamment que ce qui se passe sur les réseaux sociaux en période électorale contribue à la cristallisation des opinions déjà formées plutôt qu'à leur transformation. En gros, les réseaux servent à confirmer tout le bien qu'on pense de son candidat et tout le mal qu'on pense de l'autre. Même sur l'abstention, il faut prendre des pincettes. L'impact des réseaux sociaux pour la résorber est nuancé. Alors, est-ce que cette trend va conduire davantage de jeunes aux urnes pour permettre la victoire de Kamala Harris? Rien n'est moins sûr. Prends des pincettes. Merci beaucoup, Charlie. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Vous partez en tournée là dès demain, la tournée de camion, le News Truck Trop Mytho, pour sensibiliser justement aux fake news et à la désinformation. C'est quoi justement cette initiative itinérante de ce qu'on C'est ça, exactement. En fait, la tournée du News Truck Trop Mytho, c'est une tournée inédite et événementielle en Ile-de-France, mais aussi dans l'Oise. L'idée est de partir à la rencontre des publics éloignés de l'actualité. Et donc, pour ce faire, on va être à bord d'un news truck. Donc, c'est comme une sorte de food truck, mais sans nourriture, mais uniquement avec des journalistes dedans. Ouais. Et donc, cette équipe de journalistes, elle va sillonner en fait toute la région pour partir à la rencontre de différents publics. Donc, pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes, les seniors. On va se rendre dans plein de lieux plutôt inattendus. Parce que dès demain, on sera sur l'aire de Limours-Janvry en direction de la province pour être vraiment sur la route des vacances. Et rencontrer ces Français qui sont de passage. Et au fur et à mesure de la tournée, on va se rendre dans différents lieux, des mairies, des places de marché, des écoles bien entendu, mais aussi des associations, devant une médiathèque, dans un EHPAD. Et on ira même dans un festival à Saint-Pierre-du-Perret, le Festival des Solidarités, qui sera là tourné autour de la thématique de l'environnement et du climat. J'ai été élevée dans une famille très spéciale du nord de la France, où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont personne ne veut, dont la société pense qu'ils sont déjà foutus. Et donc, évidemment, ça laisse des traces. Une famille à la Joséphine Baker, avez-vous dit, quand vous avez découvert aussi l'histoire de tous ces enfants, la famille arc-en-ciel de Joséphine Baker. Vous y arrivez dans cette famille dans le Nord, alors que vous-même, vous n'êtes pas du Nord, et que cette famille ne vous adopte pas d'ailleurs, parce que vous avez une maman qui ne vous a jamais abandonné. Tout à fait. D'ailleurs, quand je parle d'une famille où on était une vingtaine d'enfants, parfois on me demande mais combien exactement. Je dis bon, premièrement, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, c'est juste qu'effectivement, à un moment, on a arrêté le décompte parce qu'il y a eu 16 enfants adoptés officiellement, de manière plénière, légalement. Et ensuite, tous les enfants qui, comme moi, étaient dans des situations encore plus complexes qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir ce type d'adoption. Simplement, heureusement, tout ne se jauge pas
pas à l'aune d'un papier administratif. Donc on a vraiment vécu en frères et sœurs, on a vraiment vécu en famille. Et ces parents, vous les vivez comme vos parents, mais de la même façon que votre mère. On dit beaucoup dans cette émission, parce qu'on parle de parentalité, on parle d'éducation, à quel point c'est important. S'il y a un conseil qu'on donne, c'est de dire il faut donner un cadre, il faut rassurer, il faut sécuriser l'enfant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas eu une enfance sécurisante. Je parle avant d'arriver dans cette famille. C'est vrai, surtout que j'ai fait des allers-retours entre ma maman biologique, et cette famille hors norme. Et donc j'ai fait vraiment une double enfance, une enfance où j'étais seule en tête-à-tête avec ma maman qui en fait souffrait de problèmes psychiatriques. Et donc j'étais la maman de ma maman, puisque finalement il fallait que j'essaye d'assurer là où elle n'y arrivait plus. Et puis de l'autre côté, cette famille complètement hors norme où d'un coup, de fille unique, je passe à fille dans une ribambelle d'enfants. Et les arcades, étape clé vers les écoles supérieures d'art et design, c'est un outil, j'imagine, intéressant. C'est quoi? Que sont ces arcades, pour ceux qui ne connaissent pas? Les arcades, classe prépa publique, pour les préparations au concours des écoles d'art, les beaux-arts, les arts déco et autres, et j'en oublie évidemment. Design, ça, Les arcades ont été fondées en 2005, donc on fêtera les 20 ans l'année prochaine. Et classe prépa publique, on pourrait se dire après assez inhabituel, en tout cas pas obligé. Pas obligé, mais intéressant de la même manière quand on fait le lien avec le territoire. Quand les étudiants de la classe prépa ont des projets avec l'hôpital Corentin-Selton sur Issy-les-Moulineaux, avec le musée de la carte à jouer, avec des entreprises de la ville comme chez Orange pour travailler sur la signalétique d'une salle. Et donc c'est l'intérêt, en tout cas dans le bon sens du terme, d'une mise en lien. Et moi je vois en tout cas les objectifs d'une municipalité sur cette mise en lien, en tout cas en général, entre les différents secteurs. Vous allez organiser, Florian, avec vos équipes, des ateliers et des conférences autour de thématiques variées, diverses, comme les fake news, le journalisme et l'IA, ou encore la place des femmes aussi dans les médias. C'est quoi le sujet qui suscite le plus de débats en ce moment auprès des jeunes, le plus d'interrogations, etc. Je pense celui qui agite le plus la nouvelle génération, on le voit surtout dans les ateliers qu'on fait dans les collèges, c'est les théories du complot et les fake news. C'est vraiment quelque chose qui se répète au fur et à mesure qu'on a pu voir, nous, dans les établissements scolaires. Et je donne par exemple un exemple d'un grand complot qui commence un peu à monter, c'est le satanisme. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que les chanteurs vouent un culte à Satan. Et nous, ça nous rend les choses un peu plus compliquées parce que ça relève parfois du monde de la croyance. Et donc, ça devient très difficile à débunker avec eux parce qu'on en parlait tout à l'heure de la vérité contre les faits. Ils pensent tout de suite que les faits qu'on va aborder, c'est pas les bons faits puisqu'ils sont dans une croyance par rapport à ça. Et donc là, c'est un travail qui est très difficile sur les théories du complot. Il y en a beaucoup qui peuvent être relayés sur justement les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitter, enfin X maintenant. Donc c'est pas facile de les contenir par rapport à ça. Et ils ont le sentiment d'être eux-mêmes informés par rapport à ces théories du complot. Et donc nous, on a vraiment un peu bataillé avec ça. Donc ça rejoint un peu plusieurs thématiques, dont l'intelligence artificielle, parce que il y a des fausses images qui sont réalisées et qui peuvent nourrir en fait des théories du complot. Après, on a la fausse information de base, c'est quand une image est détournée par une IA et on pense que cette image détournée est la réalité. Nous, pendant des années, par exemple, on utilisait en exemple Kylian Mbappé avec le maillot du Real Madrid, parce qu'il ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain. Et ça finit par arriver finalement. Et donc voilà, nous, on a trouvé d'autres manières. Mais du coup, il y a beaucoup de jeunes qui pensaient que c'était vrai, parce qu'ils nous disent, on a une image, en fait, on a une preuve. Sauf que l'IA vient aussi perturber le travail de vérification en fait des faits et donc là faut débunker avec du temps, en posant les bonnes questions, en interrogeant encore l'image, parfois juste en zoomant on se rend compte que l'image est fausse. Donc voilà, c'est tout un travail qu'il faut faire avec eux. Elle était bipolaire, comme on dit, et donc ça pouvait passer d'un instant de mon trésor, mon amour, ma chérie, je veux te gâter, à de la violence, elle va pas bien, elle est en crise, et vous devenez le déversoir de tout ça. Oui. Vous réussissez néanmoins, et en vous lisant, je me suis dit, c'est mystérieux quand même, toute petite, à faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie
et ce qui relèverait d'une mauvaise disposition de sa part à votre endroit. Vous ne doutez pas qu'elle vous aime, en fait. Oui, c'est vraiment le miracle de ma vie, parce que c'est vraiment à ça que j'ai pu me raccrocher. Et je pense en plus que j'ai raison. Je pense que j'ai vraiment eu raison de faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui est vraiment ma maman. Et c'est vrai que j'ai perdu ma maman il y a peu de temps, et je reste persuadée que ce qu'elle m'a donné quand je suis née, c'est-à-dire vraiment la toute petite enfance, du moment de la naissance jusqu'à mes 3 ans à peu près, elle s'est montrée d'un amour extraordinaire. Et je crois que ça m'a donné des fondamentaux, des racines. Finalement. Exactement. J'avais vraiment les racines qu'il faut pour m'accrocher, malgré après toutes les tempêtes qui ont pu s'abattre sur nous. Sachant aussi que la stigmatisation de la société, la cruauté de la société, passe par beaucoup de choses. Ma mère avait ce problème psychiatrique, mais en plus, on était dans une grande précarité. Donc la pauvreté, l'isolement. Ma mère était elle-même fille de l'assistance publique. Donc elle avait personne pour la protéger. Donc vous imaginez un petit peu le millefeuille de difficultés, et la société dans ces moments-là est pas du tout est pas sympathique, quoi. Elle est vraiment cruelle. Donc j'ai pu vraiment goûter à tout ça. Fabienne Liat, le projet marque une étape importante pour la ville, j'imagine. Bien sûr, le maire a souvent l'habitude de dire quand on fait les choses, on les fait pas, ou si on les fait bien. Donc voilà, là on est dans cette étape-là, avec non seulement une marque entre guillemets autour de Tony Parker, mais aussi des valeurs et quelque chose à transmettre pour les lycéens, pour les étudiants d'Issy-les-Moulineaux et bien au-delà. Voilà pour le ZAP, c'est la fin du Grand JT de l'éducation. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Charlie, on se voit demain. De quoi vous allez nous parler demain? Des fous partout au musée. Pourquoi vous me regardez avec des grands yeux comme ça quand vous parlez des fous? Elle me fait peur. C'est Halloween. Oh là là. Voilà. Vous fêtez Halloween d'ailleurs? Oui. Vous faites quoi? On va se déguiser. Ah, bah, très bien. Vous avez récupéré des bonbons quelque part? Beaucoup. D'accord, très bien. Évidemment, je ne fête pas Halloween puisque je suis quelqu'un d'austère. Aujourd'hui, à la réalisation Mani Pézèche, au son Héloïse Merlin, maquillage Laure Rodemont, à Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Joyeux Halloween et à demain.